péché. Revenons peut-être un petit peu finalement tout ce que vous venez de dire tous les deux, qui est déjà très riche. Le départ, en effet, c'est la grandeur et la terre de l'homme, les termes de Pascal, cette antinomie bien connue à laquelle s'articule justement l'opposition entre, alors non pas désespoir, mais désespoir et orgueil. Alors qu'est-ce que c'est bien maintenant, je vous laisse poursuivre, la grandeur et la misère de l'homme. Qu'est-ce qu'il faut entendre par cette formule et comment est-ce qu'elle décrit finalement notre condition humaine? Nous avons tous l'idée d'une vie accomplie, d'une vie dirigée vers vrai, le beau, le bien, qui se traduit par des représentations de l'homme excellent, que ce soit le sportif performant, le musicien sublime, le guerrier valeureux, le philosophe sage. Bon, il y a dans tout être humain. Voilà. Alors là, c'est une émission de France Culture avec philosophie qui parle apparemment de Pascal. J'ai juste entendu quelques bribes dès le début. Et sur l'espoir et sur le fait de ne pas désespérer. Désespérer, apparemment, à l'époque de Pascal, c'était se suicider, en fait. C'était l'équivalent de se suicider. Donc, perdre l'espoir entraîner cela. Alors que, bon, maintenant, on parle du désespoir comme ça, on a un peu minimisé, on l'a un peu vulgarisé le terme, on lui a enlevé cette vision fondamentale que si on n'a pas l'espoir, sans espoir, ben, l'homme est poussé à interrompre son existence. C'est quelque chose qui pratiquement découle de cette fatalité, en fait. Et donc là, apparemment, c'est un peu compliqué pour moi de parler, d'arriver à coordonner. Et ben, ça fait partie, tiens, je vais expliquer ça, en fait. Voilà, après quelques jours d'ivresse, même plus d'une semaine, où je suis allé un peu dans l'alcool en imaginant que c'était la clé. Mais toujours avec cette conviction. Alors je ne sais pas si c'est le goût de l'alcool, le plaisir qu'il appelle, le manque, donc organique, le fait que les organes appellent cet alcool pour ressentir quelque chose. Est-ce que c'est la psychologie, le fait d'être un peu... ce qui m'a poussé par exemple à boire, c'était des petites contrariétés, mais rien du tout, hein. Donc face à ces contrariétés, l'idée c'est eh bien si tu bois un petit coup, ça va passer, ça sera, voilà, tu seras détendu, et donc c'est faux évidemment, mais il y a cette croyance qui arrive toujours. Là par exemple, je suis convaincu que c'est faux. Ça fait 3 jours que c'est le 3e jour sans alcool. Voilà. Et ce 3e jour sans alcool,
c'est le jour un peu de l'affolement. C'est le jour où on est... le manque met de la confusion dans l'esprit, on a un peu du mal à se concentrer, on n'est pas... il y a quelque chose qui va pas, quoi. On sent que le corps va pas bien, que la tête est raide, que c'est... et c'est pourquoi d'ailleurs ils préconisent comme médicament un myorelaxant, un médicament qui détend les muscles, qui s'appelle le baclofène. Ils se sont rendus compte que ça empêchait, disons que ça avait un effet un petit peu pour le sevrage. Et en fait, dans cet état-là de manque, le corps se raidit, les muscles du cou se raidissent, la tête est un peu oppressée comme ça, là, on sent qu'il y a quelque chose qui, un petit peu comme si derrière la boîte crânienne, il y avait une sorte de contrainte, comme dans un étau. Et on est confus, on est affolé, on n'arrive pas à se concentrer correctement. On est dans un état un peu d'affolement, voilà. Alors là, c'est moins fort que quand j'ai le sevrage, quand j'étais vraiment dans l'alcoolisme pur et dur, avec un alcool vraiment destructeur, hein, à l'époque. Là, voilà, c'est un alcool un peu maîtrisé. Je bois pas beaucoup, mais régulièrement. Voilà, je vais boire 2 bières, 3 bières le soir, et sans aller vers un état. Donc, je pense que ça a diminué les effets du manque. Parce que je me rappelle que les effets du manque, quand j'étais vraiment dans l'alcool fort, c'était costaud, hein. C'était au niveau abdominal, les abdos qui se contractent, c'est hyper désagréable physiquement, et ça dure des mois quasiment, quoi. Voilà. Donc il y a ce truc-là. Mais alors pourquoi? Alors, qu'est-ce qui fait que je repique de temps en temps comme ça, là, avec cette conviction que ça va être une solution? Est-ce que c'est le corps qui envoie cette conviction à la tête? Parce que de toute manière, le corps, c'est lui qui est le boss dans tout ça, dans la vie, hein, en règle générale. Si on a envie de sucre, il nous conduit à... Voilà, il appelle du sucre. Donc c'est le corps qui engendre quelque chose dans l'esprit. Et c'est curieux parce que il parle d'une sorte de deuxième cerveau dans l'estomac. Et le manque de l'alcool, chez moi, ça se situe bien dans l'estomac. C'est là où ça se contracte. C'est là où ça fait des crampes, des sortes de crampes quand on est en état de manque. Ça fait des états de crampes comme ça. Bref, c'est un moment là, entre le moment où j'étais dans l'alcool, pendant ces 10 jours environ où je bois, mon corps me dérange, me fait... globalement, je ne suis pas bien dans ce corps pendant toute la période où je bois. Il n'y a que peut-être 10 minutes, une demi-heure, je ne sais pas, voilà, en gros quelque chose comme ça, admettons 1 heure de détente pendant que je bois. Quand je bois ces 2 bières, voilà, mon cerveau va relâcher, etc. Mon corps se relâche,
les muscles se détendent, etc. Et ça dure à la grand maximum une demi-heure. Et après, tout de suite après, le corps réagit mal. Il est pas content d'avoir ingurgité ça. Il sait que ça lui fait mal. Donc, il m'envoie des messages où je suis pas bien. Et dans le sevrage, pendant les 3 jours de sevrage, il y a des petits moments où je suis super bien, où je vais bien respirer, être calme. Ça va durer aussi des tout petits moments, quoi, des moments vraiment rares, on va dire, mais qui sont super agréables et donc qui encouragent le fait de résister et de continuer, parce que c'est une lutte de tous les instants. Hier soir, voilà, j'ai attrapé une bouteille, je voulais pas boire, mais j'ai attrapé une bouteille, j'ai le truc pour décapsuler, et puis j'ai arrêté au dernier moment, mais il y avait quelque chose qui bloquait mon cerveau et qui me poussait à cette action-là, à ouvrir et à boire, quoi, en fait. Donc et là je suis pas bien, je suis pas comme si j'étais comme quand après un mois de sevrage ou 3 semaines de sevrage. Là j'ai des moments de jubilation d'être bien dans un corps qui respire bien, qui est, voilà, même si je suis pas décontracté, parce que mon esprit ne l'est jamais. Je connais pas ça, la décontraction, en fait. Et voilà. Donc, mais ça, c'est pas des plaintes, hein, c'est pas des jérémiades en réalité. C'est des explications, juste pour expliquer à ceux qui ont peut-être ce problème, ou à ceux qui le connaissent pas, mais qui connaissent des gens qui ont un problème avec l'alcool, un petit peu les sensations qui se passent, un petit peu comme les autistes font ceux qui savent le faire font des vidéos en essayant d'expliquer ce qu'ils ressentent pour avertir. C'est la solidarité humaine en réalité, et c'est ce que l'humain fait tout le temps. Ça me permet de rebondir sur ce truc-là. On n'arrête pas de faire ça. On a ça dans le sang, en fait, de l'humanité. Ça, c'est génial. C'est-à-dire que si on croise des gens, admettons, on marche en montagne, on va croiser des gens, ils vont nous dire attention, là-haut, il y a un petit ébouli, il faudra faire attention en passant là. Voilà pourquoi il y a cette chose qui se fait tout de suite. Si là, j'arrive, s'il y a un accident un peu plus loin et quelqu'un est arrêté, il va venir, il va dire mais il paraît qu'il y a un accident là-bas, j'ai écouté la radio, il y avait ça. Voilà. Donc on est dans cette solidarité innée, en fait. L'humanité est de façon innée et solidaire et bienveillante, quoi. C'est pourquoi, comme dans la vidéo précédente, j'essaie de dire que l'humanité, que le peuple est particulièrement bienveillant, mais c'est valable pour les dominants comme pour les dominés, que le peuple comme pour l'élite. Il y a cette solidarité, elle est là. Bon, après, dans le peuple, elle est fluide pour l'ensemble, et peut-être que chez les dominants, il y a un mécanisme qui fait que il y a un phénomène de classe qui va faire que pour préserver la domination, on peut pas être dans une absolue solidarité, quoi. Voilà, pour certains, c'est possible. Ça demanderait à être un petit peu réfléchi. Voilà, alors je suis parti encore une fois de
cette écoute sur Pascal pour arriver à quelque chose d'autre. Et ça, c'est le fonctionnement atypique des cerveaux autistiques, autistes Asperger, qui non seulement, alors il y a ce mal à se concentrer est lié à ce psychisme, et ça serait intéressant que je comprenne pourquoi, d'où vient cet affolement. Il y a des explications de l'enfance qui sont là, qui font que le cerveau va fonctionner d'une autre manière, qui va faire qu'on va s'isoler, qu'on va vraiment faire tourner l'esprit, qu'on va privilégier la réflexion à la communication, au rapport avec autrui. Qu'est-ce qui fait qu'on part vers cet isolement? Alors, est-ce que c'est génétique? Il doit y avoir une partie comme ça, mais est-ce qu'il y a une façon de diriger un enfant vers ce comportement? Voilà, ça serait intéressant de réfléchir aussi à ça à partir de mon expérience. Voilà, je vous remercie de votre écoute. À très bientôt. Et si vous pensez que ça a un petit intérêt, toutes ces vidéos, un intérêt collectif, eh bien vous pouvez mettre des pouces, vous abonner, mettre des commentaires. Tout ça, ça améliore la visibilité. Voilà, merci de votre écoute. À bientôt.